to remind you, pushing back and starting. So 10 minutes search to go for. Enjoy the short flight. Cette semaine, ici et ailleurs, vous amène respirer l'air frais de Diego Suárez, plus connu sous le nom d'Antsranan. Une histoire lointaine, une population accueillante et une culture riche vous y attendent de pied ferme. La température y est généralement chaude, alors inutile de vous rappeler que vous y êtes la bienvenue. Mesdames et messieurs, nous atterrissons à Antsranan arrosé par son exotisme à l'état pur. Diego Suárez se situe à la pointe septentrionale de la Grande Île, sur les rives d'une immense et magnifique baie, la plus belle au monde, dit-on. Diego Suárez ou Antsiranan. Son nom malgache signifie « là où il y a un port », et c'est justement tout l'intérêt des lieux. Découvert au XVIe siècle par deux navigateurs portugais, l'endroit se révèle être un bon abri naturel pour les bateaux de passage. Une quasi-mer intérieure, calme et accueillante. Une passe unique et étroite en autorise l'accès et en facilite le contrôle. Sous la menace de quelques canons, les vaisseaux ennemis sont maintenus à distance. Cet atout n'a pas échappé aux flibustiers et autres pirates qui écumaient l'océan Indien à la poursuite des lourds bateaux de commerce chargés d'épices et de richesses. Ainsi, c'est ici qu'aurait vu le jour, à la fin du XVIIe siècle, la fameuse République du Libertalia. Une république fondée par deux pirates, deux rebelles épris de liberté. Ils auraient créé une société égalitaire, cosmopolite et affranchie de toute hiérarchie. En avance sur leur temps, les deux hommes abolirent l'esclavage 150 ans avant les États européens. Mythe ou réalité, aucune preuve n'atteste à ce jour l'existence d'une telle république. Mais dans les grottes du Cap Diego, où s'installa plus tard l'armée française, il est facile et plaisant d'imaginer ces hommes libres et égaux, partageant le même idéal, une société juste, sans barrière sociale ni raciale, loin d'une Europe où dominent les rapports de force. La région de Diego Suárez offre des paysages exceptionnels et une diversité biologique unique. Elle abrite des espèces endémiques d'oiseaux et de lémuriens. C'est un site naturel remarquable. À ce titre, elle fait partie du très sélectif club des plus belles baies au monde. Du ciel, elle ressemble à un immense trèfle à quatre feuilles. Elle se compose en fait de 4 baies plus petites, aux noms évocateurs. La baie du Tonnerre, la baie des Cailloux Blancs, la baie des Français, et enfin le cul-de-sac gallois. Une nature exceptionnelle, mais menacée par la pollution des eaux usées notamment, et par la déforestation, responsable de l'érosion des sols, puis de la sédimentation. Au niveau de la baie, il y a des espèces qui sont en danger dans la mesure où leur milieu est saccagé. Parce qu'il y a un problème anthropique énorme dans la mesure où, par exemple, pour survivre, les gens sont obligés de couper du bois. Alors couper du bois, revient à mettre à nu des terrains, mais à côté, il y a la demande aussi, parce que une ville comme celle de Diego, qui est en pleine expansion, il y a une très forte demande en énergie. Donc l'orientation vers les énergies renouvelables pour sauvegarder le bois. Ainsi, le soleil et le vent, omniprésents dans cette région, sont mis à contribution. Une quinzaine de villages seront équipés d'éoliennes.
Le vent est un allié, on l'utilise d'ailleurs depuis longtemps. Avec le soleil, il accélère l'évaporation de l'eau de mer. Ici, tout est réuni pour la production de sel. La compagnie salinière de Madagascar a été créée par un militaire français il y a plus de 100 ans. C'était en 1895. Ces salines se trouvent à une quinzaine de kilomètres de la ville, au fond de la baie du cul-de-sac gallois. Leur superficie, 550 hectares. Une centaine d'hectares supplémentaires seront disponibles en 2010. La production de sel évolue d'une année à l'autre. Elle varie en fonction de l'ensoleillement, du vent et de la pluie. Les précipitations trop importantes sont néfastes, elles retardent le processus d'évaporation. La récolte commence généralement à la mi-septembre. Elle dure environ 2 mois. Une fois récolté, le sel est lavé pour en éliminer les particules terreuses. Ensuite, il est égoutté, essoré, puis stocké. La Réunion est une bonne cliente. Elle importe tous les ans 1000 tonnes de sel pour le traitement des piscines. C'est le marché qui s'est le plus développé ces dernières années pour la compagnie salinière de Madagascar. Comme les salines, les rues de Digo brûlent sous le soleil. Sous l'effet de la chaleur, une atmosphère surannée émane des bâtiments à l'architecture coloniale. Il n'en reste parfois que des ruines. Voici les derniers vestiges de ce qui fut le plus bel hôtel de la ville, l'hôtel de la Marine, au style néo-mauresque. C'est un Français qui l'a construit, un certain Alphonse Mortage. L'homme a trouvé une mine d'or, dit-on. Il a investi, il a flambé, puis il a fait faillite. Il ne subsiste de sa fortune passée qu'une façade délabrée, témoin d'une époque définitivement révolue. Les Français ont pris possession des lieux en 1885. Ils s'allièrent au royaume Antakarn et Sakhalave, alors en conflit avec Tananarive et la monarchie Merne, l'ethnie des Hauts-Plateaux. La baie de Digo-Suarez fut un site hautement stratégique pour les Français qui installèrent une base navale, un arsenal et plusieurs casernes. De là, ils colonisèrent tout le pays. Un homme a particulièrement marqué la ville de son empreinte, c'est le futur maréchal de France, Joseph Joffre. Au début du siècle dernier, alors général de brigade, il fit construire de nombreuses fortifications. Madagascar accède à l'indépendance en 1960. Les Français maintiennent néanmoins leur présence en vertu d'un accord de coopération militaire. Accord dénoncé lors de la révolution socialiste conduite par l'amiral Didier Ratsirac. En 1975, la Légion étrangère quitte la ville, suivie par la marine. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques traces, quelques bâtiments de la présence militaire française. Une piste d'aviation, abandonnée au vent, quelques tombes, anciennes pour certaines, au nom bien connu pour d'autres. La baie de Digo-Suarez n'a jamais été aussi convoitée que durant la Seconde Guerre mondiale. L'opération Ironclad est lancée le 5 mai 1942. Ce jour-là, les Français et Anglais s'affrontent violemment. Madagascar est alors aux mains d'une administration coloniale aux ordres de Vichy. Les Anglais débarquent au petit matin dans la baie du Courrier, sur le canal du Mozambique, à une quarantaine de kilomètres de Diego. Voici leur premier objectif, une fortification érigée au sommet d'un promontoire rocheux, superbe et imposant monolithe. Perché à 400 mètres d'altitude, ses occupants dominent toute la région. C'est un poste d'observation idéal. Son nom, le Windsor Castle, le château de Windsor. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux sites touristiques de la région. Le panorama y est exceptionnel. Du sommet, le visiteur balaie du regard toute la pointe nord de la Grande Île.
le canal du Mozambique, le cap d'Ambre, les baies et l'océan Indien. L'ascension est facile, la vue inoubliable. Le Windsor Castle domine la baie du Courrier. Les voyageurs ont la possibilité de passer la nuit sur place, dans ce village, et de dormir dans de véritables cases de pêcheurs, au bord de l'eau, loin de tout, en toute tranquillité. Je pense que le principal atout de la baie des Courriers, c'est d'être isolé, pour moi. J'aime bien les endroits isolés, improbables, que tu découvres un peu par hasard. Un paysage à l'état primitif à peu près, respecté au maximum, tu n'as presque pas de cases. Et puis le point de vue de Windsor Castle a coupé le souffle, je pense. Quand d'un seul point de vue tu peux voir le canal du Mozambique, le cap d'Ambre, la baie de Diego Suarez, la mer d'Émeraude et l'océan Indien, c'est pas si souvent, hein. Outre le spectaculaire panorama du Windsor Castle, il y a 2 rendez-vous à ne pas manquer, un coucher de soleil sur le canal du Mozambique et un repas au Madir Kitambe, l'une des meilleures tables de Diego. Ici, la spécialité, c'est le poisson. Manuel Erfray est magicien, il réalise une cuisine gastronomique originale et créative à 2 heures de piste de la ville, dans un village isolé. C'est un véritable tour de force, un plaisir pour les yeux et les papilles. Hasard fumé, accompagné de quelques légumes grillés, tomates, courgettes et aubergines, servi dans une gaufrette de pommes de terre. Bon appétit. Merci. Diego Suarez a pris conscience il y a quelques années de son potentiel touristique, de sa richesse. C'est un nouveau départ pour cette ville dont l'activité portuaire n'est plus aussi florissante. Le port d'Antsiranan n'est que le 3e de la grande île, après Tamatave et Majinga. Et les excursions ne manquent pas. De superbes paysages attendent le visiteur. La mer d'Émeraude tout d'abord. Un joyau de nature serti sur les rives de l'océan Indien. Baigné de soleil, ses couleurs explosent et scintillent. Il est facile d'embarquer sur l'esquif d'un pêcheur et de fendre ses eaux d'un verre émeraude. Ce qui est magique ici, je pense, c'est de profiter de la mer d'Émeraude sur un bateau, de naviguer sur les boutres à voile et de se laisser glisser justement sur cette mer incroyable. En fait, c'est toute une série de couleurs différentes. Le lagon passe de l'émeraude au turquoise, au bleu clair, au bleu marine, en fonction des fonds. Il y a des bancs de sable. Il y a du corail, c'est vraiment le paradis de la mer, quoi. On peut passer des heures à naviguer sur ce lagon. Il fait à peu près 10 km de long quand même, sur 2 km de large, avec des petites îles, toutes aussi belles les unes que les autres. Je pense que c'est vraiment ce côté magique qui peut plaire. Et ce n'est qu'un début. La région de Diego Suarez offre une palette de couleurs multiples. Bleu, vert, blanc, émeraude et ocre. À 70 km de la ville se dressent les Tsingues rouges. Ces innombrables colonnes drapées et sculptées, aux formes arrondies et fantasmagoriques, sont appelées des cheminées de fées. Une ambiance tout à fait étrange et surnaturelle émane des lieux, notamment quand le visiteur pénètre dans le canyon et se présente au pied de ces mystérieux fantômes, aveugles et silencieux. Cette formation géologique surprenante est due à l'action des pluies sur la roche tendre. L'érosion est rapide et régulière. Nous sommes non loin ici de la mer, hein. L'océan Indien est à peu près à 3 km d'ici. Et donc nous sommes ici sur un environnement qui était autrefois sous-marin, c'est-à-dire une roche qui était sous-marine. Et le type de roche ici s'apparente à du grès.
Cette roche, à la différence du calcaire des Tsing de Lankarn, est une roche qui est beaucoup plus meuble, beaucoup plus transformable. Donc, ce qui explique un petit peu ces formes un petit peu arrondies qu'on pourrait associer à des fantômes, des formes un peu fantasmagoriques des Tsing rouges. On appelle ce type d'érosion les cheminées des fées. Donc les Tsing rouges, c'est un de nos sites les plus importants en valeur de fréquentation touristique. Encore une fois, cette fréquentation est très récente puisque l'explosion de la découverte de ce site ne remonte qu'à 3 ans à peu près. Avant, on ne l'exploitait absolument pas. Et aujourd'hui, on va dire que c'est devenu le fleuron un petit peu des sites touristiques du nord de Madagascar. Les Tsing rouges, la mer d'émeraude et les mines de saphir. Pour y accéder, il suffit de pousser un peu plus au sud, en direction d'Ambiloubé, première petite ville après Antsiranana. Ces mines se trouvent à proximité de la route nationale 6, principal axe routier de la région nord de Madagascar. Aujourd'hui, l'activité minière est en déclin. Les prix ont chuté ces dernières années et les affaires ne sont plus très rentables. Les mineurs sont moins nombreux, mais ils continuent inlassablement à chercher des pierres précieuses. Ils ne font pas fortune et bien souvent, ils n'arrachent à la terre que de bien faibles revenus. Donc, ce sont des saphirs de couleur de bleu à vert. Les mines sont extraites à peu près à 800 mètres d'ici. Donc après on descend ça dans des sacs et on finit dans la rivière un petit peu à trier ces pierres et ce sable. Voilà. C'est une région qui autrefois était très prospère au niveau du saphir. On trouvait beaucoup de saphirs et aujourd'hui c'est un petit peu la région est en déclin. D'accord. On a de moins en moins de personnes. Nous sommes à présent en plein cœur d'Ambiloubé, une ville carrefour située sur la route nationale 6 entre le nord et la côte est de Madagascar. Cette rue et tout le quartier sont quotidiennement animés. Ici, c'est le marché tous les jours. On y trouve de tout, des légumes, des vêtements, des chaussures et surtout des noix de cajou. C'est la spécialité de la région. On poursuit notre périple. Nous allons à présent découvrir le massif de Lankarn. Voici l'école communale d'Antsaravibe. Elle accueille plus de 360 élèves, dont 95 dans cette seule salle de classe. Ce village compte 5000 habitants environ et cette population ne s'est pas installée au pied du massif de Lankarn par hasard. Le site, inhospitalier, constitue un excellent refuge pour celui qui en connaît les pièges. Les lieux sont hérissés de lames acérées, de pointes infranchissables et de chevaux de frise indomptables. Ce paysage revêche a abrité des hommes, les Antakarnes, littéralement ceux qui habitent la montagne rocheuse. Autrefois, les villageois, menacés, disparaissaient dans les grottes, innombrables et aux entrées dérobées. 120 km, c'est la longueur estimée du réseau souterrain. Quelques cavités seulement sont accessibles aux visiteurs, plusieurs sont utilisées comme tombeaux, c'est une coutume antakarne depuis le temps des guerres tribales. Ces cadavres remontent à l'époque du, on va dire, fin 17e, début 18e siècle, parce qu'il y a eu la guerre tribale avec le roi des Hauts-Plateaux, qui s'appelait Anjena Punmirn, qui lui a dit en malgache « Iran Masna Nuvalamparioku », ce qui veut dire « La mer est la limite de mon royaume ». Et comme il y a 18 ethnies à Madagascar, et lui il était au centre de Madagascar, dans la capitale, à Tananarive, et il voulait se mettre en tête d'être le seul et unique roi de Madagascar. Donc il a lancé un peu toute son armée en quête contre tous les côtiers. Et lui, comme il était ravitaillé par les Anglais en armes à feu, donc les côtiers ne pouvaient pas lutter contre eux. Alors ils ont préféré se réfugier dans les grottes en se suicidant dans les grottes que de se livrer aux militaires mirnes. Le massif de Lankarn est un massif karstique. Il se caractérise par ce relief si particulier, fait de pointes acérées, appelées tsing. Les tsing de Lankarn sont tranchants et beaucoup plus durs que les tsing rouges,
sculptés eux dans une roche tendre, le grès. Ici, il s'agit de calcaire. Cette roche sédimentaire marine s'est formée il y a des millions d'années. Elle est faite d'une accumulation de débris de coquillages et de coraux. Après l'élévation des fonds sous-marins due au mouvement des plaques tectoniques, ce calcaire est apparu progressivement à l'air libre. Depuis, il est continuellement agressé par le gaz carbonique contenu dans l'eau de pluie. C'est cette érosion chimique qui a dessiné ce paysage si spectaculaire, fait de pics, d'éperons et de crevasses. Pénétrer les Tsing sans guide, sans équipement et sans une connaissance précise du terrain serait une entreprise périlleuse, dangereuse. C'est pourquoi le parc de Langkarn a été créé en 1956. Il s'étend sur 18 200 hectares. Il abrite de nombreuses espèces végétales et animales endémiques. Un lémurien, le lépilémur ankaranensis, des plantes grasses dont l'euphorbia ankaranée. Ce parc est géré par l'ANGAP, l'Association nationale pour la gestion des aires protégées. C'est elle qui aménage les circuits pédestres. On en dénombre une quinzaine, d'1h30 à 9h de marche. Le visiteur peut ainsi découvrir en toute sécurité cette nature exceptionnelle. Donc là, nous avons une plante qui a une valeur ici à Madagascar. Donc son nom en malgache, c'est Manzaka Bentan. Et ça signifie celui qui règne sur terre. Et on l'utilise, surtout les chefs du village, l'utilisent pour faire un bâton sacré alors. Le parc national de Langkarn compte 6 points de vue magnifiques. Celui-ci est très accessible, comptez 1h30 de marche pour venir jusqu'ici. C'est de la marche facile et sans difficulté particulière. Seule consigne, il faut de bonnes chaussures. Ici, vous dominez tout un canyon qui s'est formé il y a 150 millions d'années lors d'un mouvement de plaques tectoniques. Les Tsing de Langkarn, dans leur partie aménagée, ont accueilli 6000 visiteurs en 2006, 9000 en 2007. Des Français pour la plupart et des Malgaches. La plupart des touristes qui visitent la pointe nord de Madagascar sont attirés par l'écotourisme, c'est-à-dire la découverte de la nature, de la faune et de la flore, notamment dans les parcs nationaux. Ils sont nombreux également à se rendre sur l'île de Nosy-Be, réputée pour ses paysages et fonds sous-marins. On y accède en une vingtaine de minutes, en bateau, à partir du port d'Ankif, un petit port vivant et pittoresque. Sur la piste qui mène à Ankif, le voyageur traverse et découvre la seule région de Madagascar productrice de fèves de cacao. Très humide, elle convient parfaitement au développement des cacaoyers. Alors Denis, on est dans une plantation, là on peut trouver 3 variétés différentes. 3 variétés différentes de cacao. Il y a les variétés déjà qui sont toutes vertes, il y en a qui sont, la deuxième variété c'est rouge, la troisième variété on va dire que c'est un peu un hybride entre les deux, ça donne une couleur jaune, un peu rouge et des fois un peu vert. D'accord, alors par exemple, la cabosse qui est à côté de nous, oui. elle est jeune, elle est verte, elle va grossir. Elle va grossir. Mais elle va rester verte. Elle va rester verte. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle soit mûre, elle restera toujours verte. Entre les trois variétés, si on le mange comme ça en tant que fruit, on ne sent vraiment pas la différence du goût entre les trois. Parce qu'en fait, toute la qualité du chocolat, du cacao, elle est due à la fermentation. Plus elle est bien fermentée et le cacao ne sera que meilleur. Donc des 3 variétés, laquelle est la meilleure? Entre les 3 variétés, la meilleure qualité en tant que chocolat, si elle est travaillée en tant que chocolat, c'est la qualité de cacao qui est de couleur rouge. Ces plantations sont caractéristiques, elles sont parsemées de grands arbres parasols.
Si le cacaoyer a besoin d'eau, il lui faut également de l'ombre. Les cacaoyers, ce sont des arbres qui sont un peu susceptibles. Donc ils n'arrivent pas à grandir, à devenir en maturité s'ils n'ont pas ce petit côté ombragé et en même temps c'est quelques petits rayons de soleil. Ils sont là simplement pour ça, pour faire de l'ombre aux cacaoyers. Simplement pour ça, pour faire de l'ombre aux cacaoyers. Sur le bord de la piste, cette scène est fréquente. D'un geste habile, des ouvriers agricoles ouvrent les cabosses pour en extraire les fèves. Les fèves sont collectées par une coopérative et placées dans des caisses en bois pendant 7 à 10 jours. C'est le temps de la fermentation. Ensuite, elles sont mises au soleil afin de les faire sécher. 800 tonnes de fèves sont produites chaque année dans la région. C'est peu, mais cette production de très bonne qualité est la plus chère au monde. Cet homme est collecteur. Il travaille pour le compte d'une société. Il vient à la coopérative de Mondrassou 2 fois par semaine. Tout ce qu'il achète est vendu à un chocolatier parisien. La région de Diego-Suarez ne manque pas de sites exceptionnels. L'attrait touristique et culturel est indéniable. Attirer les touristes est une chose, les accueillir en est une autre. En matière d'hébergement, la ville a dû combler son retard, notamment en chambres de catégorie supérieure. C'est un groupe hôtelier malgache, le groupe Colbert, qui a investi dans la construction d'un hôtel 3 étoiles. Le Grand Hôtel, dont l'immense façade se dresse fièrement en plein cœur de la ville, a été inauguré en 2004. 3 ans plus tard, le taux de remplissage atteignait 59%, un bon résultat pour la direction de l'établissement. Les gens qui viennent dans la région recherchent surtout l'authenticité. Donc l'authenticité des lieux, l'authenticité des sites, des gens. Recherchent aussi un peu l'aventure, l'écotourisme, beaucoup se développe aussi. Mais aiment bien aussi avoir un certain luxe quand ils rentrent le soir chez eux. Et notamment tout ce qui est soins, donc par exemple le spa qu'on a ici. Les gens aiment bien l'aventure mais aiment bien aussi avoir leur confort. Donc c'est l'atout qu'il y a aussi à Diego, c'est-à-dire qu'on a une multitude de sites qui peuvent se visiter autour de Diego et on peut rentrer le soir sur Diego et avoir tout son confort le soir, être tranquille. Le tourisme est la 3e source de devises étrangères et d'emplois après l'exploitation minière et l'aquaculture. Il participe au développement économique de cette région de Madagascar. De 2004 à 2008, le secteur a progressé de 20 à 30% par an. Jusqu'à ce que la crise internationale et la crise politique intérieure ne viennent mettre un coup d'arrêt à ces bons résultats. Aujourd'hui, les professionnels du secteur attendent avec impatience des jours meilleurs. Tous espèrent une reprise en 2010, notamment grâce à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. En attendant, la population souffre et le retour des touristes marquera pour elle la fin d'une double crise nationale et internationale.